Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des sociologues dans la soute. 1963 à 1998. Copyright L'Harmattan 2009. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 09 472 7. EAN 9 782 296 094 727. Louis Moreau de Belin. Des sociologues. Dans la soute. 1963 à 1998. Logique sociale. Série Sociologie de la connaissance. Dirigée par Francis Farrugia. En tant que production sociale, les connaissances possèdent une nature, une origine, une histoire, un pouvoir, des fonctions, des modes de production, de reproduction et de diffusion qui requièrent description, analyse et interprétation sociologique. La série vise à présenter la connaissance dans sa complexité et sa multidimensionnalité. Corrélation aux divers cadres sociaux, politiques et institutionnels qui en constituent les conditions empiriques de possibilité, mais aussi, de manière plus théorique, analyse des instruments du connaître dans leur aptitude à produire des catégorisations savantes ou ordinaires, à tout palier en profondeur et dans tout registre de l'existence. Attentive à la multiplicité des courants qui traversent cet univers de recherche, ouverte à l'approche socio-anthropologique, intéressée par les postures critiques et généalogiques, cette série se propose de faire connaître, promouvoir et développer la sociologie de la connaissance. Elle s'attache à publier tous travaux pouvant contribuer à l'élucidation des diverses formes de conscience, savoir et représentation qui constituent la trame de la vie individuelle et collective. Déjà paru. Namer Gérard, Machiavélisme et mondialisation en crise 2009. Charmillo Marivonne, d'ailleurs Caroline. Schurman Marie-Noël Dire, Connaissance et émancipation 2008. Jeanne-Henri, Le système social 2008. Moreau de Belin Louis, L'enthousiasme de Madame de Staël 2007. Namer Gérard, Karl Mannheim, sociologue de la connaissance. La synthèse humaniste ou le chaos de l'absolu 2006. Saint-Louis Fridolin, Georges Gurvitch et la société autogestionnaire 2006. Farrugia Francis Dire, L'interprétation sociologique. Les auteurs, les théories, les débats 2006. Préambule. La soute est le fond du navire, là où l'on met la cargaison et où l'on entreposait autrefois le charbon qui faisait tourner les machines. Le mot n'est pas employé ici seulement dans son versant négatif, mais aussi dans son côté positif. C'est nous, ceux et celles de la génération de l'auteur de ces lignes, qui avons non seulement garanti la cargaison, le passé sociologique, mais fait fonctionner d'en bas le navire de la sociologie. Nos grands dirigeants Aron, Crozier, Girard, Bourdieu, Chambard-Delaux, Touraine, Boudon, etc. l'ont guidé, ont tenté selon leur école de le mettre dans ce qu'ils estimaient être la bonne direction. Les dates sont évidemment celles où celui qui raconte est entré dans un groupe de sociologie, et celles où il en est sorti, en l'occurrence d'une université. L'avant sera brièvement évoqué, comment on pouvait devenir sociologue, l'après aucunement car il n'aurait pas grand sens pour autrui. En 1963, la sociologie commence sa période empiriste. Bien sûr, elle avait connu dès Durkheim, on pourrait dire dès Quetelet, l'empirisme, c'est-à-dire en gros les matériaux de terrain recueillis par soi-même ou par une équipe. On se souvient du livre de Durkheim Le suicide dont l'information statistique lui fut fournie par Mauss grâce à Gabriel de Tarde, et aussi par le livre de l'italien Morselli où il puisa abondamment. Aux États-Unis, dès la fameuse expérience d'Hawthorne 1928, où Elton Mayo et son équipe découvrent l'effet de groupe, bienveillance des supérieurs et agrément d'être ensemble, qui provoque la hausse des rendements, expérience que Mayo n'explique pas, il la décrit, la sociologie américaine s'oriente, avant et pendant la guerre, vers les grandes enquêtes extensives.
C'est aussi l'époque de l'école de Chicago. Pourtant on ne peut dire que cette sociologie soit déjà devenue empiriste. L'après-guerre verra se développer l'empirisme sociologique aux États-Unis, lié à un pragmatisme et un utilitarisme exacerbé. L'exportation se fera en France par Lazarsfeld, qui s'expatrie semble-t-il pour des raisons politiques et demeure plusieurs années à Paris. Il sera le mentor de Raymond Boudon. Au début de ces années 60, le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, accepte de moins en moins au niveau de son comité de recherche en sociologie, d'embaucher comme attachés de recherche les chercheurs qui ne présentent pas une thèse, un projet, marqué d'empirisme. Les travaux de sociologie littéraire, historique, socio-anthropologique n'y trouvent plus guère d'accueil, ni les études d'idéologie. Par chance, parmi les derniers projets acceptés, 2 au moins portent l'un sur le racisme, l'autre sur l'idéologie des aptitudes. Il n'y en aura guère d'autres au cours des années qui suivent. Ce sera l'époque où Boudon déclarera « Une thèse de sociologie doit comporter une enquête ». Il aurait pu dire un terrain, voire composé de documents. Non, c'est l'enquête qui est privilégiée. L'enquête sociologique a du bon, d'autres démarches et méthodes sont tout aussi riches et fécondes, l'observation participante, les entretiens non dirigés ou semi-dirigés, etc. Mais le but c'était surtout de réduire peu à peu la sociologie à des enquêtes dont les éléments statistiques sur des échantillons dits représentatifs ou, plus souvent significatifs, serviraient à une interprétation nécessairement limitée. Plus encore, bien souvent, le travail se bornait à l'enquête en oubliant la dimension historico-sociologique, voire philosophique, de l'objet de recherche. Cet objet était parfois tellement réducteur qu'il n'interrogeait plus que lui-même. Aujourd'hui, les entretiens non ou semi-directifs ont remplacé l'enquête. Les statistiques ont perdu, dans les travaux de recherche sociologique, de leur importance. Elles servent plus de référence que d'éléments d'interprétation. Pour autant, il ne nous semble pas que, sauf exception, la sociologie et l'anthropologie aient réellement abandonné leur carrière empiriste. Au début de ces années 60, l'idéologie positiviste n'était pas la seule à guetter la sociologie, celle des précurseurs et des fondateurs. Elle dut, sous le poids des événements qu'elle ne sut guère juger, osciller entre un christianisme civil et un marxisme plus ou moins dogmatique, l'un et l'autre pouvant aller de pair. À partir des années 70, le christianisme civil, d'ailleurs peu apparent, disparut. Notre dessein est ici encore, nous l'abordons également dans un livre sur Madame de Staël, de contribuer à une sociologie de la connaissance subjective, en lui apportant du matériau. Mais ce matériau est lui-même subjectif, porteur d'interprétations non vérifiées et sans doute non vérifiables, d'inexactitudes difficiles à rectifier. Selon les périodes, le suivi est plus ou moins chronologique. Il s'agit donc d'un matériau brut, autrement dit d'un point de vue que le sociologue de la connaissance, notamment subjective, pourra estimer à l'aune d'autres matériaux de même type et interpréter dans une contextualisation conceptualisée, ce qui veut dire une théorisation. Nous, ici l'auteur, plus souvent ce nous désignera des collectifs auxquels il a appartenu, livrons ce que nous croyons avoir vu, entendu, constaté, ce que nous avons interprété à l'époque et réinterprété après. L'auteur sera désigné par son prénom, Louis. Tous les sociologues et gens de sciences humaines qu'il a connus seront désignés par des prénoms fictifs, sauf bien sûr les grands dirigeants qui ont été déjà nommés et le seront par leur nom et prénom. Cela donne toute liberté à celui qui écrit, et évite toute gêne à celui ou celle qui lit et se penserait concerné eux. Nous avons aimé la sociologie et les sciences humaines et sociales en général. Histoire, anthropologie, philosophie, psychanalyse. Nous avons aimé ceux et celles qui les faisaient dans la soute et qui, à notre avis, les font encore là. Quant à ceux, il n'y a pas de celles, que nous appelons les grands dirigeants, si nous avons lu et pour certains estimé leurs livres, nous les avons peu connus et nous y sommes peu intéressés. D'abord parce que nous faisons nôtre l'idée de Malraux qu'un auteur quel qu'il soit, même celui qui rédige un mémoire de maîtrise, tente de se dépasser dans ce qu'il fait. Ce n'est donc pas seulement sa vie quotidienne qui le met au travail, c'est plutôt pour les auteurs durables, leur vie achevée qui est intéressante, parce que l'on peut montrer comment l'œuvre y a trouvé place, comment elle s'y est faite. Ensuite, les grands dirigeants n'étaient pas trop hauts, mais trop loin. Pour les connaître précisément en dehors de leurs livres, comme producteurs de sociologie et de sciences humaines,
il fallait faire partie du cercle souvent étroit qui les entourait. C'était le cas par exemple pour Bourdieu, dont on ne peut dire qu'à proprement parler il eut une cour, mais qui s'était adjoint peu à peu des bonnes volontés dévouées, parfois, mais pas toujours ambitieuses, qu'il pouvait déléguer aux offices les moins reluisants. Ainsi Arnold fut-il préposé un jour, au bon ordre d'un déménagement assuré par l'équipe des chercheurs, techniciens et vacataires, et il se fit un devoir de hurler contre ceux et celles qui n'allaient pas assez vite, y compris contre ceux et celles qui n'étaient pas chargés de ce déménagement et, venant d'arriver, ne savaient même pas qu'il avait lieu. Proche de Bourdieu, Arnold était néanmoins dans la soute et faisait des efforts, parfois discutables, pour en sortir. Il se révolta plus tard contre son maître et devint par lui-même l'auteur Arnold, hors de la soute. La soute est donc, puisqu'elle dure encore, à la fois un séminaire de futurs auteurs connus, ceux et celles qui réussissent, et de chercheurs auteurs inconnus et qui le demeurent. Ces derniers sont les plus nombreux. Sans cesse le flux des générations renouvelle les membres de la soute. Ceux-ci sont même dans la soute, en butte aux injustices, aux inégalités, aux mesquineries habituelles dans beaucoup de groupes. Mais ils sont également dominés, du point de vue de leur carrière professionnelle, par les grands dirigeants qui font partie des comités scientifiques et assurent la progression rapide des uns et pas celle des autres. La soute vit néanmoins. Elle est, nous l'avons dit, le vrai soubassement de la sociologie et plus largement des sciences humaines. Dans ce recueil de souvenirs, il ne sera guère question des œuvres de chacun et chacune. Il ne s'agit pas de reconstituer des pensées, de mettre en exergue des apports nouveaux en sociologie et en anthropologie, mais plutôt de restituer un climat de recherche dans des groupes où vivent ou interviennent des sociologues et des anthropologues, également de montrer que les divergences et les conflits, parce que du moins au niveau de la soute, ils étaient le plus souvent de bonne foi, c'est-à-dire peu assortis d'ambition personnelle et de carriérisme, furent dans l'ensemble productifs, au sens où Louis, par exemple, fut littéralement formé non seulement par les accords et les partages de connaissances, mais aussi par les désaccords, les dissensions et les ruptures. La soute n'était pas le paradis, mais elle n'était pas l'enfer parce qu'on n'y croyait ni à Dieu ni au diable. D'abord, nous parlerons de deux groupes de sociologie auxquels nous avons participé entre 1963 et 1968. Puis nous en viendrons au séminaire, celui que nous collectifs, avions organisé et qui dura de 1969 à 1976. Nous évoquerons notre participation à l'enseignement de la sociologie dans des écoles de services social et d'éducateurs, de 1972 à 1998, ainsi que dans deux universités parisiennes de 1981 à 1984. Puis, revenant en arrière, nous parlerons de l'université de C où nous avons travaillé de 1968 à 1998. Première partie. Le groupe de recherche A. Chapitre 1. Les sociologues dans les premiers temps 1963. Nous présenterons la structure du groupe A, puis nous montrerons ce qui furent les premiers temps de notre vie commune. Le groupe A occupait un bâtiment dans la banlieue sud de Paris, à la limite de ce qui deviendra plus tard le périphérique, et qui n'était alors que petites maisons et terrains inoccupés. Celui qu'orne aujourd'hui la statue de Leclerc eut un curieux destin qui éclaire quelque peu les désirs de propriété que pouvait avoir un ouvrier qualifié avant-guerre. Il fut acheté dans les années 30 par le grand-père de Yolande, une membre du groupe A. Mais il ne l'enregistra jamais. Son fils tenta de légaliser l'achat, mais le délai prescrit s'était achevé 15 jours auparavant. Ce terrain, sans doute repris par l'État ou la commune, devint ainsi le lieu où est dressée la statue de Leclerc. Le grand-père aimait acheter des terrains, qu'il payait ou non à tempérament. Celui-là il l'avait payé, et il le manqua de peu. Il semble que pour lui, la propriété ait été une sorte de loterie, d'amusement où il ne cherchait pas le profit. Le bâtiment où se situait le groupe A avait été construit par un illustre architecte, du béton en petits carrés et un aspect grisâtre, mais les pièces à l'intérieur étaient claires. Le rez-de-chaussée comportait des salles d'une grande hauteur, dont la salle à manger, un hall d'entrée qui donnait sur un jardin et des salles de cour. L'aile du premier étage où le groupe A avait ses bureaux était faite de petites pièces, sans doute d'anciennes chambres bordées d'un couloir. On s'entassait à plusieurs dans chaque pièce, sauf celle réservée à Paul le patron et celle de Marie sa femme, qui n'était pas patronne du groupe.
Le groupe avait incontestablement un chef, Paul. C'est lui qui, après avoir été ethnologue au Musée de l'Homme, il avait fait la guerre comme aviateur, avait fondé le groupe A, l'orientant d'abord vers l'urbanisme. Ce furent en France les premiers travaux sérieux, inspirés de l'école de Chicago, sur les banlieues et aussi sur les marchés, avec une filmographie, banlieues de Paris et de province, marché de Paris. Paul avait été, à la fin des années 50, élu à l'école pratique des hautes études. Il n'espérait guère l'université, sa thèse à cause d'une bagarre de jury, n'ayant pas eu la mention très honorable. Elle était pourtant la première thèse qui analysait sociologiquement et anthropologiquement la vie des ouvriers au jour le jour, nourriture, repas, vie commune, etc. Elle est devenue un classique de la sociologie. Au-dessous du chef, si l'on peut dire, il y avait une deuxième strate composée des plus anciens et anciennes, Lucienne, la documentaliste, Jeannette, adjointe de Jean et amie de Marie, la femme du patron. Jean était un collaborateur dévoué, déjà ancien, de Paul qui l'avait formé. Enfin, Georges s'était fait une place à part, celle de la victime du patron qui ne lui donnait plus de responsabilité réelle. Au-dessous des anciens, il y avait les chercheurs et chercheuses. C'étaient ceux et celles qui étaient parvenus à entrer comme attachés ES de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au vu d'un projet sur un sujet précis, projet qui avait plu au comité scientifique. Dire qu'ils et elles étaient au-dessous des anciens est excessif, d'autant que Jean parmi les anciens était chercheur au CNRS. Disons qu'ils n'avaient pas dans le groupe A, l'aura de l'ancienneté. Ce qui étonnait, c'était leur liberté. Liés à leur recherche, ils en suivaient le rythme, mais non celui du bureau. Ils venaient en général aux réunions d'équipe et pour plusieurs d'entre eux, au séminaire que tenait Paul, à l'école des hautes études, tous les lundis à 17h. Mais par ailleurs, ils disposaient de leur temps comme ils l'entendaient, travaillaient énormément soit dans leur bureau au groupe A, bureau qu'ils partageaient avec leurs aides, soit chez eux, soit en bibliothèque, soit sur le terrain. On les voyait pourtant souvent, arrivant par exemple pour déjeuner et partageant avec nous, les aides vacataires, techniciens et chefs de travaux, le repas. En principe, nous étions au-dessous des chercheurs. En fait, entre les anciens, les chercheurs, les techniciens, vacataires et chefs de travaux, il n'y avait guère de hiérarchie, sauf peut-être aux yeux de Paul. On travaillait ensemble. Certes, c'était le chercheur ou la chercheuse qui assignait le travail à faire. Comment aurait-il pu en être autrement ? Mais dans cette vie commune de travail, il n'y avait pas de différence. L'âge, le sexe, le diplôme n'intervenaient pas. On discutait d'égal à égal. On se disputait quelquefois vivement sur des points de théorie ou d'analyse, mais la hiérarchie institutionnelle n'atteignait guère le vécu journalier ou quasi-journalier. Elle n'en existait pas moins administrativement, et fut vivement critiquée par la suite. Outre le groupe A, Paul présidait un groupe de recherche en urbanisme qu'il avait fondé, mais sa grande recherche au groupe A était concentrée sur un autre thème. Les chercheurs étaient mis à part Jean des chercheuses, Paulette, Pascal, Mylène, Simone, Marie. Le groupe des techniciens et chefs de travaux réclamera plus tard, avec l'accord des chercheuses, le même statut. Paulette travaillait sur le problème du racisme, Pascal sur celui des aptitudes, Mylène sur la vie des femmes dans les grands ensembles urbains, Simone sur l'enseignement scolaire des livres de lecture dans le primaire, Marie sur la représentation sociale de l'enfant. Les techniciens et chefs de travaux qui travaillaient avec les chercheuses étaient, outre Louis, Francine, Claude et Jeannette, qui faisaient partie des anciens. Claude était chef de travaux à l'école des hautes études. Louis le devint après avoir été technicien CNRS. Enfin Christine, technicienne, travaillait exclusivement pour Marie. Le secrétariat était composé de 2 secrétaires, celle de Paul, Fanny, préposée à son courrier et directement sous ses ordres, et une secrétaire polyvalente, Michel, chargée de tâches diverses. Les vacataires se succédaient, ne restaient guère. On vit passer Luc, Victoria, Yolande, Isabelle, seuls les postes de chercheurs étaient acquis et permanents. Pour les postes de techniciens, chefs de travaux et vacataires, le patron était maître du jeu tant qu'il n'avait pas fait titulariser celui ou celle qui occupait le poste, ce qu'il se gardait bien de faire. Il pouvait à son gré, renvoyer, remplacer un occupant du poste ou le changer d'affectation. Comment, à l'époque, devenait-on sociologue ? Paulette, Mylène, Pascal, Simone, Marie étaient psychologues. Paulette vint à la sociologie par son intérêt pour le racisme. Mylène se voulut toujours psychosociologue proche de la psychanalyse.
Marie devint sociologue par son mariage avec Paul, qui d'origine était anthropologue. Simone le fut par sa rencontre avec Paul. Claude était anthropologue et le demeura, même si elle connaît fort bien la sociologie. Francine venait des sciences politiques, Georges de l'anthropologie, Christine de la psychologie. Jean et Jeannette étaient sociologues. Quant à Louis, qui écrit ses souvenirs et se doit de s'expliquer un peu plus sur la manière dont il est devenu sociologue, il avait été d'abord juriste, travaillant au Maroc dans une administration, puis à Paris dans une compagnie d'assurance. Entre-temps, et entre le Maroc et Paris, il avait vécu la guerre d'Algérie. Il devint sociologue par hasard. Son ami Gérard avait été en rapport avec Paul, et lui avait rendu service. Il lui demanda de recevoir Louis. Ce dernier n'intéressa pas Paul. Il lui déclara qu'il l'embaucherait s'il devenait sociologue. Louis était attiré également par la psychologie et la philosophie. Mais un autre ami lui fit valoir que la sociologie, du point de vue universitaire, venait de décrocher sa licence et son doctorat, 1958, sous les auspices d'Aron, de Gurvitch et de Jolivet, Marcel, et qu'elle avait de l'avenir et des postes devant elle. Louis choisit donc la sociologie. Il fit la licence en 1 an, après avoir bouclé un diplôme supérieur de droit qu'il avait commencé. À l'époque, les 4 certificats de la licence de sociologie n'étaient pas institutionnellement étalés dans le temps, comme le sont les valeurs aujourd'hui, licence, maîtrise, doctorat. Louis finança ses études avec ses économies venues d'une petite part d'héritage de sa grand-mère et d'une tante. Pour arriver au bout de l'année, il ne fallait pas dépenser plus d'une certaine somme par mois. C'était peu, et le repas de midi sautait. Marié et aussitôt père de famille, le couple avait déjà un enfant. Dès qu'il eut achevé sa licence de sociologie, il chercha du travail. Il fut embauché, grâce à Françoise Morin qui est devenue professeure à Lyon, par Jean-Paul Tristram pour le dictionnaire des sciences sociales prévu par l'UNESCO et travailla pendant 2 mois à Saint-Germain-en-Laye dans l'appartement de Tristram, qui n'avait pas de bureau. Travail fructueux avec un patron rigoureux, mais sensible et attentionné. Par ailleurs, Paul avait été relancé. Il tint sa promesse et embaucha Louis. Les origines et les circonstances ne suffisent guère à expliquer le choix de la sociologie. Dire qu'on choisit par hasard est toujours plus ou moins exact. Il y a toujours un moment où on décide. Ce sont les motifs de la décision qu'il faudrait connaître. Paulette laissait entendre que ce n'était pas par hasard qu'elle s'était intéressée au racisme, mais elle ne disait pas pourquoi, sans doute pour des raisons privées. Mylène avait aimé un personnage plus âgé qu'elle, réputé dans sa profession, ayant eu un rôle politique et qui l'avait beaucoup influencé. C'est sans doute de lui qu'elle tint sa prédilection pour une certaine psychosociologie, celle qu'elle préconisait. De Simone on ne sait rien. Marie avait été déportée à 18 ans, à la fin de la guerre. Elle avait été marquée par son expérience, et notamment par le nombre de bébés qu'elle voyait mourir devant elle au camp. Paul avait assisté avant la guerre, aux cérémonies nazies de Nuremberg, puis pendant la guerre, il avait été à l'école d'Uriage chargé de former les cadres du futur État français. Il s'en était échappé, avait gagné l'Afrique du Nord et avait fait la guerre comme aviateur dans des circonstances périlleuses, puisqu'il lui fallait repérer sur le territoire français les objectifs à bombarder. Il ne cachait pas la peur qu'il avait éprouvée en faisant du razmot la nuit. Les épreuves de la guerre, son mariage avec une ancienne déportée l'avaient sans doute, sans l'éloigner réellement de l'anthropologie, rapproché de la sociologie. Il n'aimait pas les grands sujets de thèse, mais plutôt ceux qui se situent dans la vie quotidienne. De Claude on sait seulement qu'orpheline de mère à 10 ans, son père s'étant remarié, elle avait été élevée par ses grands-parents en province. Comment était-elle devenue anthropologue ? Sans doute comme Paulette, pour des raisons privées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.